Situé à plus de 1000 km de la capitale Conakry, Fonodou est l'un des 12 districts que composent les 150 villages de la communauté des Gbeka dans le Konya. C'est cette communauté qui longe la frontière guinéenne avec la Côte d'Ivoire dans le sud-est du pays. Fonodou est l'un des plus importants greniers de la communauté Gbeka dans le pays Konya. Bienvenue à la découverte d'un village enclavé à l'autre bout du pays, mais qui, grâce au travail et à l'organisation de ses populations, prospère et promet un avenir radieux. Bienvenue à Fonodou. Celui qui a créé ce village s'appelle Vakro. C'est lui en personne qui a fondé notre village. En fait, il a donné le nom du village à son père, Vafono, d'où le nom Fonodou, qui signifie je Fono, Fonodou. Fonodou. Amor mulu sigma. Mula kamo pavita mojuna ikana ifana sika ikika kinye. Ole kani amo yakabi bamabi. Lorsque le village a été créé, la famille Bamba est l'une des premières familles à venir s'installer auprès de celle du fondateur. Il y a eu ensuite d'autres familles, les Diomandé, les Touré. Il y a eu aussi les Keita. Après les Keita, les Smoro sont arrivés. Le village s'est constitué à mesure que les familles arrivaient. Ce sont les familles Bayo qui ont effectivement créé le village. Elles ont été rejointes par d'autres familles, telles que les Diomandé, les Touré et les Keita. C'est comme ça que le village s'est agrandi. Toutes les familles sont venues les unes après les autres. En réalité, nos grands-parents ont créé ce village avec les Bamba. On ne peut jamais rien faire seul. Les familles Bamba, qui sont les premières à se joindre à celles du fondateur, ainsi que toutes les autres familles, sont tout aussi importantes dans l'histoire de la création du village. On cultive le riz, l'igname, l'arachide et le manioc. Toute notre nourriture provient de la terre qu'on cultive nous-mêmes. En fait, les femmes travaillent toujours aux côtés des hommes, aussi bien au champ qu'au village. On nettoie les champs et on prépare la semence pour la culture du riz.
Notre principale activité ici, c'est l'agriculture. L'agriculture pure et dure, avec la tabac à la main. On a toujours tout fait à la main, avant l'arrivée de la traction animale. À l'époque où nous étions jeunes, cultiver la terre était un vrai défi. On ne se fatiguait point. On piochait la terre à la main du matin au soir, sans se fatiguer. Si bien que, lorsqu'on a vu pour la première fois la charrue tractée par le bœuf, on disait « Mais c'est quelle connerie ça, de faire travailler le bœuf comme ça ?» Mais on a fini par tout s'y mettre. Pour une population estimée à plus de 4000 habitants, la production de riz avoisinerait les 500 000 tonnes par an, ce qui fait un peu plus de 100 tonnes par habitant chaque année. Ces estimations confirment la réputation des greniers de riz importants que Fonodou s'est taillé malgré le faible niveau de mécanisation de son agriculture. La traction animale reste pour le moment la technique utilisée par les 70% des agriculteurs. On peut compter dans le parc des engins agricoles 2 tracteurs, un motoculteur ainsi que de nombreuses décortiqueuses. Pour le reste, ce sont le courage et l'abnégation des hommes et des femmes de Fonodou qui bravent le soleil et la pluie chaque jour un peu plus pour avancer. Avant, on s'organisait en groupe pour faire le travail du champ. On s'acharnait sur la terre avec rage, si bien qu'on s'épuisait sans se rendre compte. Chacun de nous voulait être le meilleur, donc on y allait à fond. Le travail à notre temps, c'était une question d'honneur. Ce qui nous fatiguait, c'était les agoutis et les oiseaux. Il fallait clôturer tout le champ pour le protéger des agoutis. Il y avait des colonies d'oiseaux à perte de vue qui envahissaient les champs. C'était le calvaire. On passait toute la journée à les chasser. C'était pénible, ça. De tout ce qu'on cultive ici, il faut noter que c'est le riz qui est notre spécialité. Il y a bien sûr l'igname et le manioc. Ce sont véritablement les cultures dans lesquelles nous excellons. Il y a les petites cultures comme le maïs et bien d'autres. Mais ce que nous exportons en quantité énorme, c'est le riz. Ensuite, il y a des tubercules comme l'igname et le manioc.
C'est difficile d'estimer la production parce qu'on n'écrit pas tout. On ne fait que produire, nous. Mais cela se chiffre à plusieurs milliers de sacs. Fonodou produit beaucoup de riz, ça c'est clair. Notre production est l'une des plus importantes qui ravitaille le grand marché de Senko. La prospérité du village et sa réputation de grenier reposent sur la production du riz des paysans de Fonodou. Les jeunes d'ici sont courageux, ils sont très motivés. Toute l'année durant, ils travaillent dur. Le village doit sa réputation des greniers de riz grâce au courage des jeunes. En fait, les jeunes représentent une force de production énorme. Tout peut manquer ici, sauf le riz. Il y en a en quantité et à tout moment. On pourrait produire beaucoup plus si on avait plus de machines, par exemple. Il y a suffisamment de plaines, mais nos moyens sont limités. Il y a aussi le problème de routes. Les routes sont impraticables par ici. Les paysans ne peuvent pas manger tout ce qu'ils produisent ici. Ils souffrent pour transporter le riz vers les marchés. Une des grandes souffrances, c'est l'état désastreux des routes d'ici. Cette situation affecte véritablement la production des paysans. Le riz joue aussi et surtout un rôle éminemment social. Pour soutenir les personnes âgées, les habitants de Fonodou collectent chaque année du riz pour alimenter un grenier dédié aux sages. La vocation de ce grenier est purement sociale et est exclusivement dédiée aux personnes du 3e âge ne pouvant plus cultiver de champs. Le fonctionnement de ce grenier des personnes âgées s'apparente à une caisse de retraite. Malo mini, moi falu kali, et malo qui a malo ko caché, et malo qui, canabla mononga. Le riz que nous battons est le riz que la communauté préserve pour les personnes âgées. Tous les hommes valides rapportent du riz après la récolte. Nous nous organisons pour battre le riz afin de le garder dans le grenier dédié à cet effet. Ce riz va servir aux besoins des personnes âgées, notamment les cas sociaux, les repas funéraires, les repas de fête, etc. Une partie du stock est vendue pour contribuer à la réalisation des petits ouvrages publics. Les jeunes filles fiancées se rendent dans les champs de leurs beaux-parents à l'occasion des récoltes. Cette pratique permet à la jeune fiancée de partager le travail du futur époux. La fiancée retourne ensuite dans sa famille avec du riz qu'elle a récolté dans le champ de son futur compagnon. Le rôle des femmes dans les champs est si important que les hommes ont tendance à en épouser plusieurs. C'est ce qui expliquera le taux élevé de la polygamie
et le maintien de sa croissance de façon presque irréversible. Pendant le labour, elles sont aux côtés des hommes, font la cuisine, transportent la semence et quelquefois chantent pour galvaniser le courage de leur époux au champ. Les femmes sont présentes sur toute la chaîne dans la production du riz. C'est elles qui préparent la semence de manière à la débarrasser de ces espèces de grammineux sauvages qui pullulent souvent dans les champs de riz. La bête noire des champs, c'est les herbes sauvages. On prend soin de traiter la semence pour écarter ces mauvaises herbes. On fait ensuite sécher la semence triée. La production agricole dont sont fiers les hommes de Fonodou doit sa notoriété au courage et à la bravoure des femmes qui, en réalité, constituent l'un des maillons indispensables pour la productivité des paysans. Le village de Fonodou doit son charme à la beauté de ces femmes, qui sont non seulement des épouses exemplaires dans leur foyer, mais aussi et surtout des femmes qui s'acharnent sur le travail au champ, aussi bien, sinon quelquefois plus que les hommes. L'impact de l'action féminine sur la vie du village est d'autant plus évident que l'éducation des enfants repose en grande partie sur les femmes. Les femmes constituent plus de la moitié de la population. L'écrasante majorité des femmes de Fonodou vivent dans des foyers polygames avec une moyenne de 2 épouses pour un mari. La polygamie ne fait l'objet d'aucun débat. Elle est si bien ancrée dans les mœurs que les femmes s'en accommodent plutôt bien en dépit des jalousies entre coépouses. J'ai construit un four de fortune pour faire du pain pour les habitants du village. C'est une construction artisanale que j'ai faite avec de la terre de termitière. J'ai rajouté un peu de paille, de riz pour que la boue tienne bien. Cette boue mélangée est ensuite posée sur un tas de sable qui donne la forme du four. Le sable est retiré une fois que la boue a bien séché. Il n'y a aucune brique dans la construction du four. Je fais le pain avec mon amie. C'est elle qui m'a formé. Je ne savais pas faire le pain auparavant.
On s'inspire de la technique des boulangers professionnels. Toute la préparation se fait sur une table. On met un peu de poudre de farine pour ne pas que la pâte colle. La préparation de la pâte de farine est identique à celle des boulangers professionnels. On met un peu de levure et on malaxe. Puis, on laisse la farine agir sur la pâte. Ensuite, on fait toutes nos créations dans la pâte. Pendant qu'on fabrique nos modèles, ma copine fait chauffer le four avec des braises. C'est comme ça qu'on travaille. Les femmes à Fonodou ne sont pas seulement que de braves épouses. Elles sont aussi et surtout de vrais artistes. Elles ont ravi la fabrication du pain aux hommes qui en avaient fait leur chasse gardée. Les boulangères de Fonodou sont les reines de la pâte de farine. Moi, ma spécialité, c'est le pain sucré. Il est fait à base de farine de mil, du sucre et naturellement un peu de levure. J'utilise des grosses boîtes de tomates récupérées comme moule pour la pâte de farine. Je mets un peu d'huile d'arachide pour donner un aspect doré. C'est beau, c'est doux et les enfants en raffolent. Allez. Le bambou est bien plus qu'une simple plante à Fonodou. Son usage remonte à plus de 150 ans. Très prisé, le vin de bambou était la boisson préférée des paysans avant l'arrivée de l'islam dans le village. On fabriquait à partir du bambou la charpente des habitations, l'essentiel des meubles, chaises, bancs, tables, lits, canapés, ainsi que tous les objets décoratifs. Le bambou demeure la matière première du principal produit artisanal de toute la localité, le hamac made in Fonodou. Pour nous, le bambou, c'est beaucoup de choses. On fabriquait les paniers et les séchoirs des femmes avec. On s'en servait pour faire les clôtures. Les charpentes des cases sont construites à l'aide du bambou. Il y a aussi le hamac et bien sûr les touffes du sagbé. L'usage du bambou est immense. Les adultes de notre époque buvaient le vin de bambou. On ne célébrait pas de mariage sans le vin de bambou. C'était en fait obligatoire. Mais depuis que l'islam est arrivé ici, le vin de bambou nous est formellement interdit. L'islam a mis fin à tout ça. Plus de vin. Tous les usages du bambou sont permis, sauf l'extraction et la consommation du vin.
Mini. Ce hamac que vous voyez est fait dans le bambou. Je peux tout de suite aller grimper sur la plante, couper le bambou, extraire la fibre et tisser le hamac moi-même. Je sais me servir du bambou pour fabriquer tout ce que je veux. Ce que je ne sais pas faire avec le bambou, c'est l'extraction du vin. Je sais juste que nos parents et grands-parents le faisaient. C'est vrai que nos parents s'en régalaient. Par contre, lorsque les agoutis détruisaient nos champs, on coupait le bambou pour construire des espèces de clôtures hermétiques pour protéger les champs. Ça, je sais très bien le faire. Le vin, je ne sais pas faire, mais tout le reste, je sais parfaitement. C'est la tige du milieu qu'on coupe. On arrache soigneusement les feuilles. On fait sécher légèrement les feuilles pour extraire les fibres. C'est pas très compliqué. Une fois les fibres obtenues, on les roule pour aboutir au fil qui sert à tisser le hamac. On nettoie le fil roulé pour le débarrasser des poils de fibres afin qu'il soit tout à fait lisse. Après, on charge cette aiguille navette en y roulant le fil nettoyé. Pour bien charger la navette, il faut tendre le fil roulé. Cela permettrait de charger l'équivalent de 5 kg, ce qui fait 10 kg pour 2 navettes bien chargées. On peut faire un hamac avec 2 navettes chargées dans ces conditions. Donc 10 kg font un hamac, 20 kg, 2 hamacs. Voyez-vous, le bambou est très utile. Tenez, en plus de la fibre, la tige nous sert aussi de navette pour tisser. Bon, à kilo moangon 4 hamas. Bon, abala attend les. Allez fana, allez bangba qui ont allez di mabam mai quoi. Le feuille de la tige du milieu sert pour extraire la fibre. Les tiges sur le côté sont celles que l'on décape pour faire cette grosse aiguille navette où on fait passer et repasser le fil roulé. Le hamac est tissé juste à côté, sur un dispositif tout simple. 2 poteaux sont plantés de chaque côté et reliés par un fil autour duquel 2 artisans font le va-et-vient avec leur navette chargée. Cela fait penser au travail du tisserand. Mais c'est différent. Pour le hamac, on fait monter et descendre l'aiguille et les artisans progressent l'un vers la droite et l'autre vers la gauche. Ces mouvements sont répétés plusieurs fois avec les va-et-vient en faisant les nœuds les uns à la suite des autres. Il faut prendre soin de bien nettoyer le fil roulé. C'est là où tout se joue. Le fil doit être lisse et doux, comme le hamac industriel.
Sagbe tako, ne, moso ne kun. L'histoire du Sagbe est simple. Chacun de nous ici a une épouse. Moi, la mienne, toi, la tienne, et lui, la sienne. À l'époque, il n'y avait pas de toit en tôle. Tout était en paille. On était exposé aux incendies. Alors, quand vous dites à votre épouse d'éteindre le feu, après la cuisine, elle ne l'éteint pas. L'autre dit à son épouse, Mawa, éteins le feu. Elle ne l'éteint pas. Hé, toi, Naminata, éteins le feu. Idem, elle ne l'éteint pas. Les femmes n'écoutaient pas en fait. C'est ainsi que les sages ont décidé de créer le Sagbe. Ils ont sculpté le masque et créé le costume. La touffe de fibre du costume est extraite du bambou, tout comme le hamac. C'est une invention des sages pour contraindre les femmes à éteindre le feu afin de prévenir les incendies. En fait, le Sagbe n'est pas un fétiche. C'est un masque qui joue un rôle de prévention. Il a bien sûr d'autres fonctions, mais à l'origine, c'était pour prévenir les incendies. Il est à Mosolo. À moi, je bien que Sagbe a là. Sagbe ta. Le costume du Sagbe se fait avec la même fibre que le hamac. C'est le même matériau qui sert à fabriquer le costume du Sagbe. S'agissant du Sagbe, il faut savoir que nous avions ici que des cases avec des toits en paille, ce qui nous oblige à contrôler le feu contre les incendies. Le feu est détenu en quelque sorte par les femmes qui ont la cuisine en charge. Le Sagbe a été créé pour obliger les femmes à la vigilance. Et comme le Sagbe est un consensus de tous les sages de l'époque, eh bien, c'est devenu une tradition contre laquelle aucune femme ni aucun mari ne peut se rebeller. Le Sagbe peut infliger des coups de fouet aux contrevenants. Il éteint le feu dans les foyers, là, en gaspillant de l'eau, pour montrer qu'il n'est pas content. Alors maintenant, voilà comment on fabrique les touffes de Sagbe. On pose comme ça, puis on fait un nœud
Ensuite, on attache juste le bout du nœud. On fait comme ça. Il faut 40 de ça devant et 40 autres derrière. Il faut préciser que les femmes ne font pas le sagoué. En fait, les femmes ont le feu et les hommes ont le sagoué. Et comme vous savez, le sagoué, c'est pour éviter les incendies. C'est pour cette raison que le sagoué est exclusivement réservé aux hommes. Donc le sagoué est masculin. Le feu est très dangereux, hein, vous savez. Donc il faut s'en méfier. On a eu des expériences douloureuses avec l'intention de certaines femmes. Cela nous a coûté cher. Donc le sagoué avait toute sa raison d'être. Une femme peut par exemple refuser de respecter les consignes de son époux. Mais dès qu'elle aperçoit le sagoué, elle prend la tangente. Donc vous voyez, le sagoué peut cravacher violemment. C'est pour ça aussi que les femmes ont peur du sagoué. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Pendant les 10 dernières années, la population de Fonodou, qui a vocation essentiellement agricole, a connu un accroissement exponentiel en passant de 500 habitants à plus de 4000 habitants. Cette démographie galopante impose des défis relatifs à la problématique du développement. Pour faire face à l'éducation et à la santé, par exemple, les populations s'organisent pour financer la réalisation de quelques infrastructures indispensables pour l'amélioration des conditions de vie de la communauté. On a trop longtemps duré dans le noir. On a besoin que nos enfants étudient pour nous apporter un peu de lumière de leur savoir. Il faut que la lumière du savoir soit plus éclatante dans le village. Même si cela se fait après nous, mais avant de mourir, on doit dresser les jeunes sur le chemin du savoir. Nos enfants ne doivent pas rester dans l'obscurité comme nous, on l'a été. Éclairer le chemin des enfants par l'instruction, c'est la seule chose qui vaille. Son corps est nu, c'est-à-dire sa peau est nue, humide et bruyant. Pourquoi bruyant? Parce que c'est glissant, donc sa peau est bruyante. Donc c'est un amphi bien. Son corps est nu. La grenouille, ses œufs donnent ici des petits qu'on appelle des têtards à grosse tête. Et cette transformation vient montrer la tête. C'est la tête. Ensuite, oui, citez d'autres parties. Nous avons le tronc. Qui montre vite le tronc? Oui, Mustapha. Ça c'est moi. De la paix. Ça c'est le tronc. Bien. Ensuite. Bon, nous avons dans cette classe 2 promotions, à savoir la 4e année et la 5e année, qui logent dans une même salle de classe. Pourquoi vous logez 2 promotions différentes? Ce n'est pas quand même le même niveau dans la même salle. Bon, ici, nous sommes confrontés à des difficultés. D'abord, manque de personnel. Donc, cela nous fait allusion à faire un peu de chaussage dans la classe. Jumeler 2 promotions dans la même salle. Pour démarrer les cours, il faut occuper en exercice une classe et
l'autre classe, tu t'occupes en leur dispensant alors le cours. Alors dites-nous, on est dans un village des cultivateurs. Quels sont les rapports que vous avez avec les parents d'élèves? Bien, ici à Fonodou, vraiment, c'est un rapport mutuel. Nous sommes ensemble et ils nous accueillent à bras ouverts. Ils nous octroient un terrain cultivable. Parce qu'ils savent que nous sommes étrangers, on ne peut pas transporter notre terre là-bas pour eux, l'amener ici. Ils nous octroient un terrain pour que nous puissions cultiver et nous nourrir dans ça. Et un rapport aussi social. Ils nous accueillent. Un problème, une fois qu'on est vraiment, on connaît un problème ici, ils nous viennent en aide. Donc c'est un village jovial, un village gai pour moi. Je suis venu pour la construction de leur collège et la rénovation de leur centre de santé. Le collège est composé d'abord de 2 îlots. Nous sommes sur le premier îlot qui sera composé d'un bâtiment. Le bâtiment principal, le bâtiment des salles de classe, la direction et les toilettes. Le deuxième îlot se trouve à l'opposé de la route où sera construit le logement des professeurs. Le financement de cette école est communautaire. C'est la communauté qui a financé. Les travaux aussi, c'est la population aussi qui s'est mobilisée, que ce soit hommes et femmes. Les matériaux aussi, c'est avec les matériaux locaux. Comme vous le voyez, le bâtiment est fait avec les briques de terre. Le gravier aussi sont les graviers naturels qu'on ramasse sur la route. Le sabbat se trouve à la carrière, qui est transporté par les femmes. Les hommes, eux, nous servent de manœuvrage et aussi pour le transport des matériaux, tels que le ciment, les bois. Quand nous avons besoin de bois, comme il y a la forêt tout autour, on n'a pas besoin d'en payer. Part en chercher plutôt et nous envoie. Après chaque campagne agricole, les paysans organisent une grande fête autour des principales danses traditionnelles de la communauté. La danse soro, le coucou et le yaba comme pour joindre l'utile à l'agréable. Le soro est la danse qui célèbre le meilleur producteur de l'année avec des mises en scène sous forme de comédie musicale. S'ensuivent le coucou et le yaba où les paysans bougent au rythme des meilleurs percussionnistes du village. Après les récoltes, quand on était jeune, on faisait la fête ensemble. Les jeunes garçons et les jeunes filles. C'était des soirées de coucou et on veillait jusqu'au petit matin. Des fois, on le faisait même de jour. C'est ce qui agrémentait notre jeunesse, c'était notre distraction. Mais avec l'islam, je suis plus favorable à ça. Mais bon. Nyanya te bena. Moi te kukuka. Ka wengi ni simvi. Ka fwani nyima tu. Ka dwangi la. Ka bami. Ka brafo. Le coucou reste notre folklore principal. C'est une danse qui réunissait tous les jeunes, filles comme garçons. C'est fait de chant et de danse. On formait un cercle avec bien sûr la percussion. On donnait de l'argent aux filles quand elles chantaient bien. Il y avait aussi des percussions, des démonstrations où les hommes exécutaient des figures acrobatiques pendant que les filles faisaient le cercle.
On a différentes sortes de percussions ici, qui sont très proches les unes des autres. Mais le coucou reste la plus célèbre. Il y a aussi le soro. C'est sympa de voir les jeunes danser tout ça. Ce sont les femmes qui chantent le coucou. Domini, Kokuku. C'est suffisant. Hein?
kabila o utila jao cho kabila usawanya nga balu cho kabila o utila jao cho kabila mochasi ya gwe kabale cho kabila o utila jao